Aujourd'hui, dans Pas d'amalgame, la question est, faut-il faire son alia à tout prix? Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle émission sur Studio Qualita qui s'appelle Pas d'amalgame. On va essayer ensemble de débattre des sujets de l'actualité israélienne et juive plus globalement. Pourquoi pas d'amalgame? Parce que c'est un petit peu l'expression à la mode. Vous voyez notre petit logo derrière qui est un hommage à Ça se discute ou ça s'engueulait parfois. Alors bien entendu, on va essayer de discuter ensemble avec un tout petit peu de politesse, beaucoup de mauvaise foi et toujours dans la bonne humeur. Même si on s'engueule, à la fin, l'objectif, c'est de prendre un verre, un café ensemble. Comme ça, on montre qu'il y a la hardoute qui reste au final en Israël. Pour cette première, le sujet sera donc, faut-il faire son alia à tout prix? Nous avons deux témoins qui sont avec nous. Il y a tout d'abord Laurent Simon Goldenberg. Comment ça va? Très bien. Très très bien. Donc toi, tu travailles à Jérusalem. Tu as fait ton alia il y a combien de temps? 8 ans. Il y a 8 ans. Nous avons également Myriam Edry que l'on va avoir dans quelques instants au téléphone qui va nous raconter depuis la France pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en Israël. Peut-être par antisionisme, on ne sait pas. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Et puis nous avons également nos deux chroniqueuses. C'est pour ça qu'on a besoin de gens de mauvaise foi. On a pris des femmes, c'est normal. Non, ça commence pas. Il y a donc, je plaisante. Des harpies. Exactement. Il y a donc Nili Kupfer Naori que l'on va présenter. Donc tu es avocate de base, de formation, et il y a donc Noémie Benchimol qui elle, on va dire que tu es une grande philosophe. Voilà. Exactement. En devenir. En devenir. Tu vas nous présenter. Donc il y a également Ève. J'allais t'oublier, Ève. C'est une honte. C'est une honte. Sans elle, l'émission ne pourrait pas avoir lieu, tout simplement. Qu'il est gentil. Non, c'est vrai, c'est un peu la charpente de l'émission. Je fais juste de la décoration à côté. Présente-nous un petit peu nos deux chroniqueuses. Alors à ma gauche, Pour une fois, c'est gauche. à ma gauche, Nili Kupfer qui est de droite. Donc on t'a un petit peu choisi pour ça, voilà, pour qu'il y ait un débat, et qui était notamment responsable du Bétard à 17 ans à Paris. Voilà, ça pose Ça pose le personnage. Ça pose le personnage, et qui est aujourd'hui coordinatrice d'une association qui s'appelle Israel is Forever, et qui est, alors j'ai dit qui est pour la souveraineté du juive sur La totalité d'Eretz Israël. la totalité d'Eretz Israël, comme certains l'entendent. Voilà. Sur le mont du temple, enfin, l'esplanade Entre des autres, mosquées, bien je sûr. veux dire. Donc, et également Noémie. En contradiction avec beaucoup d'avis à l'Afrique, je le précise. Voilà. Ça commence déjà. Voilà. Alors à ma droite, la femme de gauche de cette émission, Noémie Il y aura un sujet, Benchimol, n'est-ce pas, sur le monde du temps. Oui, oui, oui. D'accord. on en fera qui se qualifie comme féministe orthodoxe. Donc comme on le voit, Noémie, tu es orthodoxe, tu es juive pratiquante, mais féministe, donc pour l'égalité des Mais droits. féministe. Voilà, féministe. et féministe. Tu es en thèse de philo sur la halakha. Et voilà. Et tu dis que tu as un peu de mal à te retrouver dans la gauche israélienne parce que la gauche a un problème avec les religieux et les séfarades. Oui, je ne l'invente pas. Voilà. Parce que Benchimol, c'est pas Benchimovski, en fait. Ben Samuelson. Donc si tu traduis en Exactement. américain, on y a pensé. C'est vrai, vous auriez dû faire ça. Pour s'intégrer. Noémie Samuelson, excellent nom de philosophe. Hein. Voilà. On va commencer tout de suite, pour pas la faire attendre trop longtemps, avec Myriam Edry que l'on a au téléphone. Je regarde notre ami David en régie, savoir si c'est bon. Allô Myriam? Oui, allô, je suis là. Comment ça va? Bonjour. Ça va, parisien. Alors, pour la petite histoire, moi j'étais à la Chomère à Tsaïr. Alors donc déjà, ça va faire un petit écho à la première, à l'intervenante en studio. T'es toujours de gauche ou pas? Chroniqueuse. Vous pouvez rester en France. Hein. Alors aujourd'hui, c'est exactement ça. Voilà, je veux rester en France justement. Donc c'est pour la petite histoire. Alors oui, si je suis de gauche, donc en France, je serais plutôt à droite, et en Israël à gauche. Alors voilà, on arrive tous à se faire une petite salade comme ça interne. Tu sais que c'est assez rare parce qu'en général c'est plutôt l'inverse. On dit souvent que. Eh ben oui, je sais, mais moi je ne suis pas, si tu veux, le même. Enfin, je ne fais pas partie du troupeau communautariste juif. Je suis un petit électron libre. Alors juste, Voilà. Myriam, toi tu parles hébreu. T'as un très bon niveau d'hébreu. Oui. Pourquoi Oui. est-ce que tu n'es pas en Israël? Est-ce que c'est parce que tu supportes pas les Israéliens, tu supportes pas les franco-israéliens, Non. t'as pas d'argent comme moi? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment, à chaque fois. C'est vrai que je suis partie d'Israël. Moi, j'ai vécu en Israël entre 1985 et 1996. J'ai assisté à l'assassinat de Rabin en direct. J'étais sur place. Je fais partie de cette génération-là
si tu veux, où il n'y avait déjà absolument aucun dispositif pour l'ALIA et encore moins pour l'ALIA francophone, tout ce qui existe aujourd'hui, public, privé, etc. Donc j'étais vraiment immergée totalement en Israël, donc j'étais vraiment israélienne 100%. Et je suis partie après un an de Netanyahou et la coalition religieuse qui commençait à arriver à cette époque au pays. On était quand même faut quand même savoir, moi j'étais à Tel Aviv, j'ai vécu dans des kibbutzim et à Tel Aviv. Alors effectivement, depuis Tel Aviv, l'assassinat de Rabin, le deuil qu'on a dû porter après était vraiment dramatique, très lourd. Le pays commençait à prendre une espèce de tournure un peu bizarre. Déjà, on a pris énormément de temps à se relever de ce deuil qui était quand même assez traumatique, hein, cet assassinat sur la place aujourd'hui Rabin. Et voilà. Et donc, Et Myriam, je suis partie après. Oui. Myriam, dans ce Oui, cas-là, bien sûr. pourquoi déserter? Je veux dire, on aurait peut-être Ah, mais besoin de c'est pas gens une comme vous aussi. histoire de Pourquoi c'est... désertion. Non, j'ai eu besoin comme beaucoup de gens en Israël, comme des Israéliens, des Tsabarim qui sont nés sur place, des Sabras, etc. À un moment ou à un autre, on a besoin de respirer un petit peu, de partir. Il faut quand même savoir que juste avant l'assassinat de Rabin, il y avait quand même une période d'attentats à Tel Aviv, à Jérusalem, où j'ai aussi échappé à 2 attentats, celui de la ligne 5 à Tel Aviv et du Dizengoff Center à Purim. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était une période extrêmement tendue et tout ça a abouti, enfin, cette espèce de douche écossaise entre les négociations avec Clinton, les accords d'Oslo, et puis les attentats en Israël, et puis ça s'est terminé par cet assassinat de Rabin. C'était extrêmement tendu. Juste quelques années avant, on avait quand même eu la guerre du Golfe. Oui, mais Bref, Myriam, 20 ans plus tard, parce que il y a du temps qui s'est écoulé, est-ce que tu te dis pas why not? Finalement, sous Netanyahou, l'État d'Israël est en position extraordinaire. Il y a 3,7% de taux de chômage. Ça prend une tournure. Ouais, je sais, mais moi, je trouve que ça a pris une tournure qui me plaît plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai un truc quelque chose qui va pas. Là, il y a effectivement des tensions, énormément de tensions, de divisions entre les religieux, les non religieux, entre il y a aussi beaucoup de vitalité. Il y a aussi beaucoup de vitalité. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui se créent. Et de passerelles aussi. Les gens sont extraordinaires. Les gens sont extraordinaires. Là, effectivement, il y a, je veux dire, Israël, c'est Israël et ça restera toujours Israël. Mais moi personnellement, aujourd'hui, dans la configuration actuelle, en effet, je m'y retrouve plus. Mais bon. Ce que disait Noémie tout à l'heure, je rebondis sur ce qu'a dit Noémie. Peut-être moi c'est souvent l'argument que je dis aux gens de gauche qui sont en France et qui disent oui, Israël est trop à droite. Et je dis oui, mais si vous ne faites pas l'ALIA, ça va pas changer de sitôt. Grâce à Dieu, je m'en fous de la droite et de la gauche. Ce qui est épatant aussi, c'est que ceux justement qui prônent la liberté de parole, d'expression, le libéralisme, le droit à la différence, etc. En fin de compte, ce sont ceux qui se mettent en marge du peuple et qui ne veulent pas je ne suis pas en marge du peuple, excuse-moi. Bien si, je ne suis absolument pas en marge. On peut être un juif exilique, on peut être un très bon juif exilique. C'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Israël se nourrit aussi de l'exil. Israël ne se nourrit plus de l'exil aujourd'hui. C'est une aberration. Aujourd'hui, oui, Myriam, parce qu'on n'a pas beaucoup au téléphone. Déjà, première chose, c'est-à-dire on peut pas juger si l'un ou l'autre est en marge ou pas. Non, mais de se dire que tu ne te reconnais plus dans le peuple d'Israël, alors que la majorité du peuple juif est en Israël. Non. C'est pas la majorité. La majorité du peuple d'Israël, du peuple juif est en Israël maintenant. Oui, c'est encore moins quelque chose. Elle a dit de la vie dans l'État d'Israël actuel et la démocratie. Je parle de vivre aujourd'hui en Israël. Donc, ça, c'est une chose. Alors, nous sommes beaucoup, dans mon cas, j'ai beaucoup d'amis israéliens en France, à Paris. Oui. J'ai beaucoup d'Israéliens aux États-Unis avec qui on est très proche. Je voyage beaucoup aux États-Unis aussi dernièrement, qui sont partis. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens. Et finalement, on se retrouve, les gens de la génération Rabin, on va appeler ça comme ça si tu veux, on se retrouve aujourd'hui en Gola, en Galoute, si tu veux, et on retrouve les choses qui nous parlent et qui nous ont parlé et qu'on aimait d'Israël à l'époque. Alors justement, Myriam, on ne reconnaît plus de la même manière. En une phrase, parce qu'après on va te laisser tranquille, en une phrase, qu'est-ce qui te ferait revenir en Israël? Une phrase. Écoute. À part moi. Ah oui, c'est toi. Donc, écoute, moi, il faudrait que déjà
qu'il y ait une politique sociale en Israël déjà, qu'on arrête avec cette façon de gouverner le pays avec ces tycoons, avec ces manias. Moi, c'est plutôt le côté social qui me dérange. C'est un excellent enchaînement que tu me fais d'ailleurs, parce qu'on va avoir Laurent juste après sur comment on s'en sort en Israël. Myriam, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir apporté ton témoignage depuis Paris. Il fait beau ou pas d'ailleurs en ce moment? Bonne chance. Il fait pas trop mal, ça va, on a de la chance. Merci. On te rejoindra pas non plus, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Myriam. Au revoir, Myriam. Au revoir. Bye bye. Au revoir, Myriam, qui fait partie du peuple juif pleinement, totalement, intégralement. J'espère pour elle. On ira vérifier auprès du rabbinat. Et pour le peuple juif, on espère aussi. Oui. Laurent Simon Goldenberg, comment ça va, toi? Très bien. Si je t'ai fait venir, parce que régulièrement j'échange avec Laurent sur les réseaux sociaux, et sa plainte constante, c'est justement en tant que Olé Hadash, c'est comment réussir à s'en sortir en Israël, avec le coût de la vie en particulier. Toi, tu vis à Jérusalem? Oui, tout à fait, depuis 2010. Ça t'a fait donc ton alia il y a 8 ans? Oui. Ok, t'es directement arrivé à Jérusalem. Directement. Je vais te poser une question directe et très franche. Comment tu t'en sors? Bah écoute, est-ce que j'ai l'air d'être en difficulté? Oui. Merci. Écoute, très honnêtement, je pense que ça va répondre aussi au sujet de ton émission. Je pense qu'il faut changer ses habitudes, changer sa grille de programmation. Et à partir du moment où on intègre cette idée, on s'en sort tout à fait bien. On vit différemment, plus simplement, avec beaucoup moins d'argent, mais on s'en sort. Tu ferais tienne la phrase, je ne sais plus qui me l'a dit, si c'est un de mes amis ou le Rav Citruc, je parle du fils. En gros, on vit en France pour le confort, mais on vit en Israël pour la passion. Et dans le mot passion, Noémie le confirmera, il y a la notion de souffrance. De pathos, exactement. Parce que moi, par exemple, je vais juste parler de moi de 2 secondes. Et lorsque j'ai commencé à en parler, j'ai eu pas des centaines, mais plusieurs dizaines de personnes qui m'ont dit « Ah oui, moi aussi, je me suis retrouvé dans cette situation-là, où tu as les cartes bancaires qui sont bloquées, où tu as les chèques qui sont refusés, etc., etc. » Donc, du coup, moi, j'ai bossé sur des call centers, et on se dit « Mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ?» Finalement, je suis encore là, malgré tout. On est tous là, malgré les difficultés. Toi, quel est ton niveau de vie qui était en France et comment tu l'as baissé ici? Alors, oui, mon niveau de vie en France, il était plutôt bon, presque excellent. Tu faisais quoi en France? J'étais en fait dirigeant d'agence immobilière, en tout cas dans les 10 dernières années. Et effectivement, j'avais un très bon revenu. J'ai gardé mes activités jusqu'en 2015. Et je dois dire qu'à partir de 2015, j'ai vendu en fait mes agences immobilières. Et donc, je suis rentré dans la vraie vie israélienne. Et je crois que oui, ça passe par la souffrance, mais après, on atteint le plaisir. C'est-à-dire que quelque part... 50 Shades of Grey. Ouais, c'est-à-dire que quelque part, on apprend la vraie vie. On est israélien, on s'intègre, on lutte. Mais c'est très agréable aussi c'est une sorte de régénérance. On revient un petit peu, comme je dis souvent à ma femme, comme il y a 25 ans. Donc, tu travailles ici? Bah oui. Dans un call center, c'est ça? J'ai 2 activités en fait. Je suis agent immobilier en Israël et effectivement, le reste du temps, je suis dans on va dire un call center. En tout cas, c'est un organisme qui aide des personnes âgées en France à trouver des places dans des maisons de retraite. C'est un joli call center. Oui, c'est un très beau call center. Il est du côté, je dirais pas très loin du bureau de Natel, c'est ça? Non, il est plutôt vers Givat Shaul. Il y en a plusieurs qui font ça. Ah, okay. Je vais pas citer de nom ici. Non, mais tu peux citer le nom, il n'y a pas de problème. Moi, je suis chez Retraite Plus et c'est une très bonne entreprise avec vraiment une ambiance très agréable. Si toi, tu pouvais avoir que ton activité immobilière qui est ton cœur de métier, tu le ferais? Peut-être, mais pas forcément. Je vais te dire, étonnamment, vous parlez des call centers, mais j'avais une vision, moi, avant mon alia, horrifiée j'appelais ça des poulaillers. Et honnêtement, à partir du moment où l'activité nous plaît, moi c'est le cas, ça change quand même tout le regard qu'on peut avoir sur ces métiers-là. Mais tu travailles quand même en cadre francophone, oui, avec la France, avec des standards français. Donc ouais. tu dis, c'est vrai que tu travailles ici géographiquement, mais tu travailles pas dans une entreprise israélienne. Non. Avec ce que ça implique de mentalité israélienne, avec ce que ça implique de parfois de difficultés, d'écart culturel. Ouais. Et donc pour le coup, t'es à Jérusalem aussi, il y a beaucoup de francophones. Mais il y a quand même un autre sujet de passer quand même de responsable d'une agence immobilière à bosser dans un call center. Enfin, je sais pas, c'est 1 mètre carré. Il faut quand même ravaler sa fierté, quoi. Il faut ravaler sa fierté. Il y a des gens qui bossent aujourd'hui comme femme de ménage en Israël, c'est payé 50 shekels de l'heure, c'est-à-dire beaucoup plus
que plein de boulots plus honorables. Et c'est ça, c'est-à-dire ravaler sa fierté pour faire des choses qu'on n'avait pas imaginé faire avant. Est-ce qu'Israël en vaut ce prix-là? Moi, la réponse est oui. La réponse est oui, pour plein de raisons. D'abord parce que honnêtement, je pense que l'Europe, et notamment la France, pour les Juifs, n'est plus un lieu de vie. Indépendamment des gens qui se font assassiner, comme récemment 2 grands-mères qui ont été violemment assassinées, je pense que c'est quand même... On a eu Ilan Halimi, un jeune, maintenant on a 2 personnes âgées qui se font assassiner dans des conditions monstrueuses. Moi, je pense que quand on a des grands-mères et qu'on vit, souvent c'est le cas de ces familles à l'étranger, c'est quand même très inquiétant. L'économie européenne et notamment française est en déclin total, alors que Israël, finalement, si vous regardez avec une certaine objectivité, l'économie se porte très bien. On arrive à vivre. Écoutez, dans le call center où je suis et celui où j'ai été avant, j'ai vu des femmes travailler à mi-temps, de 9h à 13h, et gagner 15 000 shekels par mois. C'est pas la majorité. J'ai beaucoup de copines, mères de famille comme moi. Mais attendez, excusez-moi, c'est une activité commerciale. Vous avez les bons et les mauvais. Non, c'est sûr. Je suis désolé, mais si vous voulez aussi... C'est pas un salaire fixe. Elles arrivent à gagner si elles sont excellentes. Il faut quand même rappeler que c'est quand même pas ce qui est conseillé aux LIM qui arrivent de France pour s'intégrer le mieux possible dans les call centers. Ça permet de gagner des sous. Non, mais c'est clair que c'est également aussi un bon tremplin pour tous ces Français qui arrivent en cours de carrière et pour lesquels c'est le plus difficile finalement de s'intégrer en Israël et qui effectivement vont devoir un petit peu se sacrifier, mais pour l'avenir, pour leurs enfants. C'est vrai que ces call centers proposent quand même un tremplin d'intégration qui est pas mal. Moi, je pense que les générations qui sont les nôtres, on vient à plus de 40 ans. La question que j'ai posée. Voilà, on vient. Moi, je suis arrivé à 43 ans. Ma femme, elle était professeure des écoles en France. Elle travaille ici toujours en tant qu'enseignante au lycée français. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une notion de sacrifice. Moi, je suis venu pour sortir mes enfants de la France. Je n'ai pas voulu que mes enfants grandissent et continue à vivre en France. Et pourtant, du côté de mon père, on était en France depuis 5 générations, ce qui est rare. Donc, je peux vous dire que la France, je l'ai aimée. J'ai aimé beaucoup de choses en France. Toujours, d'ailleurs? Oui, j'aime la France. J'aime pas le visage qu'elle prend aujourd'hui, mais c'est un pays que j'ai adoré. Pour sa culture, pour des tas de choses, ses paysages, sa nourriture. J'ai voulu sortir ma famille de France. Toi, tu as un frère qui est parti de France et qui a pas fait le même choix que toi. Oui, tout à fait. Lui, il a eu l'opportunité professionnelle parce que il est DRH dans une grande entreprise, donc il a eu l'opportunité professionnelle. Parce qu'il est plus intelligent que toi. Ouais, il est plus scolaire surtout, et plus diplômé. Et donc il a eu l'opportunité d'aller effectivement aux États-Unis dans le cadre d'une mutation. Mais si l'opportunité s'était présentée en Israël, je pense qu'il serait venu aussi. Lui aussi, il voulait quitter la France. Mais tu sais, si tu regardes finalement, il y a à peu près 3000 Juifs qui quittent la France chaque année. Il y en a autant qui quittent la France, mais qui vont, c'est un autre débat, vers d'autres pays, aux États-Unis notamment. Donc c'est un autre débat. La peur que représente Israël, pourquoi les Juifs de France ont encore cette peur, je crois que ça peut faire l'objet d'un second débat. Il y a la question de la Yérida également, c'est-à-dire ceux qui repartent, ceux qui sont déçus. J'ai pu, en témoignage, j'ai pu discuter avec quelques personnes qui sont reparties. Il y a plusieurs raisons d'ailleurs. C'est pas forcément des raisons financières, ça existe également, mais également des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter en Israël parce qu'il y a une mentalité, etc. Je crois d'ailleurs que tu me parlais d'une personne qui était repartie en France parce que il n'y avait pas le même niveau culturel, il n'y avait pas Je pense qu'il y a un niveau culturel incroyable en Israël. Non, je pense que il y a un niveau culturel incroyable. Je pense que certaines personnes qui décident de venir en Israël sous-estiment leur identité française. Mais c'est ça, c'est tout simplement, et qu'on est quand même très. Enfin, moi, je suis très très française. Est-ce que et qu'on pense que être juif ou être israélien, c'est à peu près pareil. C'est ce que pensent certaines personnes avant de venir, et ils se retrouvent face à un truc qu'ils n'avaient pas envisagé. À la limite, je trouve que c'est pas très grave pour toutes les générations qui ont fait leur alia, qui arrivent en cours de parcours, qui ne sont pas nés dans le pays, de rester entre Français. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise intégration. Pour la première génération. Pour la première génération, oui, tout à fait. On a vécu en 12 tribus à l'époque, dans les temps anciens. C'est pas grave si aujourd'hui on est aussi en tribu. Les Russes vivent beaucoup entre eux, les Américains aussi beaucoup entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'unité dans le peuple. C'est qu'on n'a pas les mêmes organisations qu'eux. Les Américains, ils vivent entre eux. Oui, ça c'est sûr. Ils sont ultra organisés.
les Russes, ils ont leurs écoles. Et on n'est pas aussi nombreux. Et ils ont une grande conscience de leur supériorité culturelle. Les Russes, quand ils sont venus en Israël, ils sont venus avec un grand mépris. On compte, je crois, aujourd'hui quelques 100 000 francophones en Israël contre 1 million quasiment de Russes. C'est pas le cas des Français. Les Français sont venus en disant, nous, on lâche la France et on va essayer de s'intégrer en Israël. Et sauf que tu te découvres français dans le regard de l'Israël. En France, t'étais un juif de France. Peut-être parce que les Russes sont arrivés en Israël, moins par choix que par une certaine obligation. Quand je dis, on parle pas du cas des Éthiopiens ou des Juifs égyptiens, c'est pas le même cas. Il y a différents types de contraintes. Aujourd'hui, tu peux aussi dire que la alia française n'est plus une alia de roi Ritnadvout et on vient avec la fleur au fusil pour aller sécher les marécages. C'est plus le cas aussi. Tu fuis aussi quelque chose. Beaucoup de gens fuient aussi quelque chose. À l'une et à l'autre, est-ce que, on peut revenir au thème de l'émission, est-ce qu'il faut faire son alia à tout prix? Est-ce que la place de tous les juifs est forcément ici ou pas? Juste, je disais, Nili, pour reprendre juste un petit point, on parlait de la première génération. Est-ce que lorsque l'on arrive en Israël à un certain âge, on se dit, ok, je sais que je suis la génération qui est un peu sacrifiée et je le fais pour mes enfants? Bon, d'abord, moi, je suis arrivée à 17 ans et demi, donc je me vois pas du tout comme sacrifiée. Mais c'est pas ton cas. Les gens qui arrivent effectivement aux alentours des 40 ans et qui doivent laisser leur carrière en France, et c'est seulement en ce sens que je parle de sacrifice. C'est seulement un sacrifice au niveau de la carrière professionnelle, parce que pour tout le reste, au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'enthousiasme et de tout ce qu'on peut ressentir de puissant lorsque on vit sa vie de juif en Israël, c'est seulement c'est de manière largement supérieure une vie extraordinaire en Israël par rapport à la dépressifs qui remplissent les cabinets des psys. Ils ont du mal à s'adapter culturellement, que leur premier contact avec les institutions est ultra violent. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Je dis que donc pour cette génération, juste pour en revenir à la question d'Israël, que pour cette génération, effectivement, c'était assez difficile. Mais qu'après, bien entendu, les enfants, ce sont les premiers qui vont en bénéficier, et les générations futures, bien entendu. Mais l'alia à tout prix, je suis à 100% pour. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, et ça rejoint ce que tu disais, aujourd'hui ça commence effectivement, l'alia française commence à être une alia de contrainte, et c'est véritablement dommage, parce que je suis persuadée que effectivement dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, les Juifs de France vont obligatoirement devoir quitter la France, et je ne suis pas pour une alia de fuite. Je pense que le Juif de France qui va venir en Israël forcé et contraint vivra 100 fois moins bien son alia que s'il montait maintenant en préparant son alia la tête haute et avec passion, et c'est dommage d'attendre d'être au pied du mur. Juste pour aller dans le sens de Noémie, j'ai rencontré Liami, qui est la personne qui a fondé le groupe Facebook Keep Olim d'Israël, et l'un des points essentiels, il faut absolument mettre en place des groupes de parole avec des psychologues, parce que le choc quand on arrive en Israël, déjà au niveau de la langue, il y a une expression que j'ai bien aimée, on dit, c'était à Loupa, on dit, vous arrivez ici avec une autre langue, vous devez en apprendre une nouvelle, en gros vous êtes castré. C'est le mot. Vous êtes totalement castré, et on doit vous en recoller une nouvelle, parce que ça va vous permettre, en gros, de vous intégrer. D'ailleurs, Laurent Simon, est-ce que toi tu parles hébreu? Un petit peu, mais plutôt ma femme parfaitement bien, mes enfants aussi. Et lorsque tu es dans l'immobilier, tu gères que des Français ou Souvent non, on a une clientèle d'acheteurs français, mais nos vendeurs sont israéliens. Ok. Donc toi, tu t'occupes de quoi dans l'agence? Que des Français ou les deux. On arrive à se débrouiller quand on a besoin, on trouve les mots. Ok. Alors moi, je voudrais répondre à la question, est-ce que la alia à tout prix? Non. Et plusieurs points de vue. Pas seulement parce que là, on nous décrit quelque chose de très très effrayant. La vie en Europe est impossible, la vie aux États-Unis est impossible, la vie juive aux États-Unis est florissante et superbe. Beaucoup d'artistes israéliens quittent Israël, vont vivre à Paris, vont vivre ailleurs. Et pour une raison est-ce qu'ils reviennent après? Parce qu'ils votent à gauche. Peut-être même plus philosophique, c'est que Israël, à mon avis, nourrit la diaspora aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aussi très florissant. Israël nourrit la diaspora, mais Israël se nourrit aussi de la diaspora et se nourrit aussi de ces richesses-là. Si on avait que des petits fachos de droite attachés à la terre comme à je sais pas trop quoi, et qui sait tout, franchement ce serait très très triste. Justement sur ce rapport, cet aller-retour entre culturel et de pensée entre la diaspora
Et si à un moment tous les Juifs du monde venaient en Israël, c'est le but. oui, mais est-ce qu'il y aurait pas Alors non plus parce que même il y avait, je parle dans l'Antiquité, il y avait les communautés Alexandrie qui nourrissaient la pensée juive. Le Talmud etc. le plus intéressant a été écrit en Babylone. Donc voilà. Il y a quand même été traité de facho de droite. Donc... non mais moi j'ai aucun problème avec les mots, donc j'assume complètement. Mais c'est pas une insulte. Je pourrais t'expliquer pourquoi. Il y a pas de problème. Pour le livre d'Umberto Eco, qu'est-ce que le fascisme? C'est pas une insulte du tout. Je l'utilise pas comme un vraiment. Je pense. Non, c'est vrai, je la connais. C'est pas, loin de moi l'idée de vouloir t'insulter. Non, je respecte. Je vis avec un homme de droite. Oh là là. Oh. C'est là-bas qu'il faut faire le studio avec un fasciste. Avec un fasciste. Alors l'allié à tout prix, Tony, tu dis oui. Oui, je dis oui parce que aujourd'hui, contrairement à l'époque du Talmud où on a été effectivement expulsé de notre pays, aujourd'hui c'est le jour du retour, la période du retour. Tous les signes sont là pour montrer à quel point nos textes disent vrai et que aujourd'hui on ne peut plus être passif dans l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël aujourd'hui s'écrit en Israël. Juste une question, qui croit en Dieu et qui ne croit pas en Dieu ici? Noémie? Question très compliquée. Je suis très très religieuse. Oui, je crois en Dieu, mais Laurent, c'est fluctuant. ouais. C'est toujours fluctuant. Tu sais, il y a les gens religieux, c'est toujours. Oui, je suis croyant. Ève? Je crois que je le suis pas. On va dire ça comme ça. J'ai une bonne influence sur toi. Lily, je pose pas la question parce que ça paraît. C'est quand même une question vachement intéressante. C'est une question parce que. C'est pas la question de Dieu qui est importante. C'est la question du rapport au texte. Elle a dit du rapport à la terre. Et au texte. Elle a dit nos textes nous lisent. C'est comment elle lit les textes. Comment elle choisit de lire les textes aussi. Je veux dire, tu peux leur faire dire tout et n'importe quoi. Non, mais est-ce qu'on ne vient en Israël tu peux avoir une lecture littéraliste du texte. Est-ce qu'on ne vient en Israël que parce que le juif est attaché à cette terre d'Israël, ou est-ce qu'on peut pas venir en Israël pour se donner une nouvelle chance dans la vie, parce qu'on est juif et qu'on a le droit de changer de vie et que c'est On peut super. aller en Ouganda aussi. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit Sion? Non, parce qu'on ça aurait pu être parce qu'il y a un destin national. Non, bien sûr. On n'est pas forcé de choisir entre l'Ouganda ou Yehuda Shomron, Gaza et Israël du Jourdain. Je sais pas où. Le fait est que Israël est installé à Sion, parce que nos textes nous le disent, parce que Dieu nous a donné cette terre. Pas parce que Dieu nous a donné, et c'est la raison pour laquelle qu'on a un rapport historique avec cette terre, on n'a pas de droit de propriété. On a, bien sûr qu'on a un droit de propriété. Qui vient de notre histoire, pas d'un texte. Qui vient de Dieu, déjà, à la base. Ah oui, déjà, je peux pas me battre, là. Ah oui, c'est clair, c'est Dieu qui a distribué cette terre. Dieu, mais arrête. Non, je n'avais pas du tout vu que c'est la vérité, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on doit se battre pour cette terre, parce qu'on écoute, donne Dieu, pas la vérité, tu peux pas sortir sortir des mots un peu moins grands. Juste 2 secondes. Un peu moins écrasés. Juste 2 petites secondes. Par exemple. C'est bizarre de ne pas avoir ce point de vue également. 2 petites secondes. Par exemple, pour nous deux qui sommes athées, et pourtant on est ici. Donc c'est vrai que je me reconnais plus dans le discours de Noémie. C'est un destin national. Le sionisme, c'est une idéologie européenne qui se base, qui s'ancre évidemment dans Chibat Zion. On prie chaque Pessah, retour à Jérusalem. Évidemment, c'est un sentiment très fort qui nous vient de très très loin. Mais ça n'a pu se faire que lorsque ça a rencontré cette idéologie, cette théorie de Herzl européenne, qui est le droit à l'autodétermination d'un peuple dans son pays. Et ça, en ce sens, le sionisme est un mouvement purement européen. C'est très bien. Alors, c'est pour ça que c'est pas seulement religieux. Je n'ai jamais dit que c'était seulement religieux. Je suis une disciple de Zev Jabotinsky, donc le sionisme politique est une idée qui me parle énormément. Donc, et donc, t'étais pour prendre le latin à la place de l'hébreu, comme Jabotinsky? Certainement pas. C'était pas du tout le cas. Jabotinsky a proposé, pas du tout. Jabotinsky parlait un hébreu parfait. J'ai pas dit ça, c'est dans son livre, c'est dans son autobiographie. Certainement pas. Alors, je ne sais pas de quelle biographie tu parles, parce que certainement pas dans son autobiographie. Le latin comme langue vivante de l'État d'Israël, c'est ça? Il était pour. Pas du tout. Et d'ailleurs, Herzl, justement, pas de problème. Herzl, au congrès, justement, où il a proposé l'Ouganda comme terre d'asile, justement parce que les juifs russes subissaient des pogroms terribles, c'est justement les juifs russes et à la tête Zev Jabotinsky qui ont dit qu'il n'y aura pas de sionisme sans Sion. Et c'est évidemment une idée, bien entendu, Sion, c'est-à-dire Jérusalem et donc Eretz Israël. Lily, juste, il n'y a pas un petit problème si on se réfère que au texte biblique ou du Talmud, peu importe.
est-ce que l'on ne perd pas tous les juifs qui, eux, ne sont pas croyants ou pas attachés à ces textes-là et qu'il faut également faire revenir ici? Est-ce que et même les croyants qui sont très attachés au texte et qui les prennent pour la vérité absolue sans en avoir une lecture comme ça littéraliste ou politique. Oui, mais c'est plus simple. C'est des choix herméneutiques, tout ça. C'est pas le texte qui va te dire aujourd'hui il faut reconquérir. Non, mais je veux dire voilà quoi. C'est en latin. Oui. Donc, est-ce qu'on perd pas quelqu'un de non-croyant peut se retrouver ici, vu que cela fait déjà plus de 3000 ans que Jérusalem est notre capitale, plus de 4000 ans que Abraham est arrivé ici et donc a fondé l'histoire du peuple juif ici. Et donc, cela fait 4000 ans que nous sommes installés sur cette terre, que nous avons construit, que nous en avons été expulsés et que nous sommes aujourd'hui revenus. Donc, celui qui veut se reconnaître simplement d'un point de vue historique, il le peut aussi. On dit qu'il y a 70 facettes à la Torah. Chacun prend ce qui lui parle le plus. Mais ce qui est patent, c'est que nos textes aujourd'hui, on le voit, correspondent tellement à la réalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, le mois qu'on a passé a été un mois extraordinaire, une journée historique qui a succédé à une journée historique. Ça donne envie de dire Baruch Hashem. Bien sûr, Baruch Hashem. Baruch Hashem. On va changer le nom d'émission, ça s'appelait Baruch Hashem. C'est effectivement nos textes et nos prophéties qui se réalisent. C'est extraordinaire de voir la souveraineté. Non, laquelle prophétie tu dis? C'est une prophétie qui se réalise. Le retour du peuple juif. Non, sois plus précise. Le retour du peuple juif, d'accord. Que Jérusalem, par exemple, simplement pour reprendre d'ailleurs le discours de Benjamin Netanyahou à l'inauguration de l'ambassade américaine en Israël, un instant, qui a repris notre prophète Ézéchiel, qui disait que Jérusalem allait être devait être la cité, que Dieu allait revenir dans sa ville, Jérusalem, et qu'elle allait être nommée la cité de la vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le phare de la vérité dans le monde. Rien que ça, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Et on voit aujourd'hui à quel point les nations sont en train de se rallier à la vérité d'Israël. On arrive bientôt à la fin. J'espère qu'on pourra tous prendre un verre ensemble juste après. On va faire quelques petites questions. Il n'y en aura pas énormément, mais pour ces quelques dernières minutes, vous me répondez cachère ou pas cachère. Donc, conseiller à quelqu'un avec 3 enfants de faire son alia s'il n'a pas de projet professionnel. Pas cachère. Assour. Je dis en préparant, mais cachère. Ok. Est-ce qu'il faut, parce que c'est à tout prix, pour la parnassa de sa famille, si on n'a pas d'autre choix, de travailler dans le forex, le diamant, le bitcoin, cachère ou pas cachère? Assour, Kamouvan, mais forash. Non, je vais pas répondre à ça. Non, mais non, pourquoi? Parce que il y a d'autres moyens de gagner sa vie. On n'est pas forcé. Regardez, je vais juste faire une petite. Cachère, pas cachère. Je sais. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que Israël n'est pas le pays de la débrouille comme la France. Et c'est vrai qu'en France, on peut se débrouiller sans avoir fait d'études et en faisant des petits jobs par-ci par-là. C'est vrai qu'en Israël, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que. Il y a juste une petite chose pour aller dans ton sens. C'est vrai que en Israël, c'est pas rare d'avoir 2, 3 boulots et ça passe plutôt bien. Ça passe crème. Tout à fait. Donc exactement. Il faut cumuler, ne pas travailler dans des domaines. Dernier cachère. Ouais, mais sauf qu'accumuler tes gamins qui finissent à 14h l'école, qui traînent les rues et après déscolarisation ou qui traînent à Natania à se droguer, c'est moins drôle. Donc quand les parents ont 2 boulots pour essayer d'avoir une parnassa, t'es forcément moins présent pour tes enfants. Et par contre en Israël, c'est aussi beaucoup plus difficile que ça. Et de traîner à Paris, c'est mieux. Les enfants traînent pas à Paris, ils sont à l'école jusqu'à 17h, 17h30 et tous en 17h, ils peuvent aussi juste traîner. Et tous en école juive. Dernière question sur cachère, pas cachère. Est-ce que l'on est beaucoup plus sioniste si on fait son alia directement dans une implantation? Moi, j'ai rien contre les implantations. J'ai des amis des implantations. Et je pense que certains. Les antisémites. Non, mais je pense que certains. Ouais, exactement. C'est mes amis noirs et mes amis antisémites. C'est mes cautions. Ils ont eux des contacts quotidiens. Ils avaient en tout cas jusqu'à récemment des contacts quotidiens avec les Palestiniens. Donc c'est peut-être eux qui sont à même de faire le mieux la paix quand ils sont pas trop messianisants. On pense à la leader qui est un peu exactement dans cette idée. Cachère, pas cachère Je suis justement en train de promouvoir un projet pour faire monter les Juifs de France en Jude et Samarie. Ok, donc c'est cachère pour oui, c'est criminel. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à cette première émission.
C'est l'ambiance que je recherchais, pour tout vous dire, et que on recherche également avec Ève. Merci Nili, merci Noémie, merci Laurent, merci Myriam, et je veux vraiment dire merci à Ève qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier ici, avec bien sûr Cathy Bensoussan qui était la première à m'appeler. Écoute, on souhaite faut toujours remercier les gens. On souhaite très longue vie à Pas d'Amalgame. Exactement. Et on embrasse Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue qui était juif. Merci. Qui était juif, on vient de l'apprendre. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Pas d'amalgame, l'émission où on est d'accord pour ne pas être d'accord.